L'anémie, au sens large du terme, c'est la diminution des globules rouges, de la masse sanguine. Et c'est mesuré par la concentration en hémoglobine. Dans les pays anglo-saxons, souvent, il y a à la fois la diminution de la concentration en hémoglobine ou la diminution de l'hématocrite. L'hématocrite, vous avez vu ce que c'était, c'est quand on laisse sédimenter les cellules, les éléments figurés du sang, on obtient une séparation entre une phase cellulaire en bas, qui tombe par sédimentation, et la phase aqueuse au-dessus. Et la hauteur, comme les globules rouges sont de très loin les plus fréquents, la hauteur de la colonne définit l'hématocrite. Donc c'est en pourcentage l'hématocrite. Bon, on l'utilise rarement pour l'anémie en France. Vous voyez que les taux d'hémoglobine qui permettent de définir si on a une quantité normale en extrapolant de globules rouges ou de la lignée érythroïde, varie en fonction de l'âge, autour de 14 immédiatement à la naissance, chez le nouveau-né, puis une diminution rapide dans les premiers mois de vie, jusqu'à une anémie physiologique, et puis progressivement, pour atteindre vers l'âge de 10 ans, les valeurs de l'âge adulte, et là, une ségrégation entre hommes et femmes. Les anémies, c'est un problème extrêmement fréquent, et ça, c'est des données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez qu'en fonction du groupe d'âge, préscolaire, scolaire, etc., les femmes enceintes, les hommes, les sujets âgés, les femmes ménopausées, en moyenne, au total, 25% de l'humanité présente une anémie. Alors de causes très variables, il s'agit beaucoup de causes carentielles, là, de causes extrêmement variables, et vous voyez que ça varie beaucoup en fonction de l'âge. Préscolaire et scolaire. Alors préscolaire, c'est dans les pays en voie de développement, c'est souvent avant même d'avoir un contact avec une politique de santé publique et donc éventuellement de correction de troubles alimentaires. C'est extrêmement fréquent, 47%, très 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 fréquent. D'accord. Et puis ça se stabilise vers l'âge scolaire et adulte. Et là encore, c'est beaucoup plus fréquent chez la femme, et particulièrement chez la femme enceinte, puisqu'il y a une consommation importante, notamment du fer, qui est important par l'hématopoïèse du fœtus. L'anémie, diminution de la concentration en hémoglobine, ça va entraîner essentiellement une diminution du transport en oxygène dans les tissus. Et donc les manifestations cliniques qui sont en rapport avec ça, elles vont être déduites de ce que vous savez de la physiologie du transport en oxygène, etc. On va voir ça dans un instant. Quelles sont les causes? C'est très facile. Et ça, il faut apprendre les choses un peu par catégorie pour s'en souvenir. Quand on manque de quelque chose, c'est soit qu'on a une fuite, on perd, soit qu'on ne produit pas assez. La fuite, en l'occurrence, c'est l'hémorragie. Alors l'hémorragie aiguë avec un volume important, avant que la moelle n'ait naturellement commencé à corriger pour compenser ce qu'on vient de lui enlever, ou l'anémie chronique à minima, qui directement n'entraîne pas d'anémie, parce que la perte est insuffisante, mais par contre, ça va faire perdre du fer. Les globules rouges sont très riches en fer, le fer est associé à l'hémoglobine, à la molécule d'hémoglobine, et donc une perte chronique de globules rouges, c'est une perte chronique de fer. Or, le fer, comme on le verra tout à l'heure, est très mal absorbé. Et donc, on finit par épuiser les stocks, puisque pour fabriquer des globules rouges, on a besoin de fer. Donc, l'organisme va puiser sur les stocks qu'on a jusqu'à les épuiser. Et quand les stocks seront complètement épuisés, il ne pourra plus subvenir aux besoins et fabriquer suffisamment de globules rouges et l'anémie s'installera. Ça, c'est la cause la plus fréquente. Ça peut être une perte par destruction. C'est ce qu'on appelle l'hémolyse, des globules rouges qui se cassent, soit par des défauts intrinsèques aux globules rouges, des anomalies enzymatiques que vous verrez après, certaines voies enzymatiques qui sont importantes pour maintenir l'intégrité du globule rouge, soit des anomalies congénitales de la structure du globule rouge qui va le rendre plus fragile et dans certaines situations éventuellement de stress ou de passage dans des zones anatomiques plus restreintes, le globule rouge va se casser. Ou éventuellement infectieuses, le paludisme ou d'autres infections qui vont fragiliser le globule rouge et entraîner leur destruction. Destruction auto-immune ou immune, des anticorps qui vont se retrouver sur les globules rouges et les détruire. Tout ça, c'est donc hémolyse. Ça peut être constitutionnel, une maladie
de l'hémoglobine, qui fragilise également, qui empêche la fabrication des globules rouges ou qui entraîne des globules rouges qui vont avoir une tendance à se fragmenter plus vite, comme la drépanocytose, hein, ou les thalassémies. Okay. Et enfin, le défaut de production. Le défaut de production, alors là aussi, ça peut être éventuellement congénital, un défaut intrinsèque qui entraîne, par exemple au niveau de l'hémoglobine, un défaut de production, c'est les syndromes thalassémiques, hein, mais ça peut être également carentiel, hein, quelque chose dont on a besoin du fer, des vitamines, notamment B9, l'acide folique, vous allez avoir un cours là-dessus, et B12, très important pour synthétiser l'ADN et donc fabriquer beaucoup de cellules, ça entraîne une anémie carentielle. Ou enfin, et ça c'est peut-être plus fréquent, surtout ici, c'est des pathologies tumorales, hématologiques, où la moelle se retrouve envahie par des cellules anormales qui vont occuper l'espace au détriment de celui que la moelle normale peut occuper. Et donc, on observe une anémie ou plus généralement une baisse même des autres cellules à cause de ce phénomène. Le fer, on l'absorbe uniquement à partir de l'alimentation. Une alimentation normale, moyenne, équilibrée, de type occidental, comporte entre 10 et 25%, 10 et 25 mg de fer par jour. On n'en absorbe que 10%, 2 mg par jour, quoi. 1 à 2 mg par jour. Il est absorbé au niveau de la partie haute de l'intestin grêle, où il va être transporté dans le sang par une protéine qu'on appelle la transférine, hein, qui va le délivrer à deux camps tissus. Le tissu érythroïde dans la moelle osseuse, les érythroblastes, hein, qui en consomment une très grande partie pour fabriquer les globules rouges qui naissent tous les jours, et une partie qui va être stockée, notamment au niveau des hépatocytes, dans le foie. Dans les globules rouges, ils meurent naturellement quand ils ont fini leur durée de vie, qui dure 120 jours, et ils sont généralement dégradés en étant phagocytés par les macrophages, et donc le fer qu'ils contiennent va être recyclé. Le fer dans l'organisme, c'est une très grande part de recyclage de fer qui existe déjà. On en absorbe tellement peu qu'on vit sur simplement le recyclage. Et donc vous comprendrez que quand il y a un saignement chronique à bas bruit, une lésion du tube digestif par exemple qui saigne un tout petit peu tous les jours, c'est autant de globules rouges et donc de fer qui partent avec les selles, hein, et qui font que le milligramme qu'on absorbe dans l'alimentation ne suffit plus pour compenser les pertes. L'hémoglobine, c'est une molécule complexe, 4 chaînes, 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta, pour faire simple, hein, et chaque chaîne comporte une poche dans laquelle il y a une molécule qu'on appelle l'hème, qui associe du fer, et c'est ça qui capte l'oxygène, et c'est ça qui permet la distribution de l'oxygène au tissu. On a également besoin de vitamines, on en a parlé, vitamine B12 et vitamine B9. La vitamine B12, elle passe par l'alimentation également. Elle a besoin de se fixer à un facteur produit par les cellules épithéliales de l'intestin, de l'estomac, pardon, qu'on appelle le facteur intrinsèque, et c'est le couple vitamine B12 et facteur intrinsèque qui va cheminer dans l'intestin, et dans la partie terminale de l'intestin grêle, l'iléon, ça va reconnaître un récepteur à la surface des entérocytes qui va permettre l'endocytose et donc l'utilisation de la vitamine B12. Donc on n'a pas de vitamine B12 quand on a un régime végétalien strict, c'est-à-dire pas de viande, pas d'œufs, pas de laitage. Mais on a des stocks dans l'organisme qui peuvent nous tenir 3 ou 4 ans. Donc il faut un petit moment quand même d'absence complète d'absorption de la vitamine B12 pour développer une carence. Une cause plus fréquente, c'est quand on n'a pas de fabrication du facteur intrinsèque, soit quand on a une gastrectomie, on a une chirurgie qui enlève une partie de l'estomac, après un cancer, après un certain nombre de choses. Hein, mais ça, on le sait, donc les patients qui ont ça doivent avoir une supplémentation en vitamine B12. Ou enfin, il peut y avoir des maladies inflammatoires, auto-immunes de l'intestin qui entraînent une gastrite qui va s'atrophier. La paroi va s'atrophier et va cesser de produire le facteur intrinsèque. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'anémie de Birmer, non propre, B-I-E-R-M-E-R, hein, qui est un défaut de production de facteur intrinsèque. L'acide folique, hein, la vitamine B9, c'est pareil, c'est dans l'alimentation, ça passe par l'estomac,
séparée du reste des produits alimentaires. Et la vitamine B9, l'acide folique, est absorbée au niveau de l'intestin grêle, la partie haute, le jéjunum surtout, hein, où elle va être stockée au niveau du foie et utilisée pour la synthèse de l'ADN comme cofacteur. Et quand il y en a trop, c'est pas un problème, c'est excrété par les urines sans problème. Là, les stocks, ils durent plutôt 3 mois. Donc si on a un arrêt complet de l'apport de B9, on peut développer une carence, hein, et les manifestations en rapport avec la carence dès 3-4 mois après. Et ça, c'est surtout les gens qui mangent pas de légumes frais, que des boîtes de conserve, les gens qui sont dénutris en général. Quels sont les signes cliniques? Baisse du transport de l'oxygène, fatigue. Il n'y a rien de plus simple, mais il n'y a rien de moins spécifique. On peut être fatigué pour plein de choses, ne serait-ce que parce qu'on est à la fin de la semaine ou à la fin du trimestre, ou parce qu'on a couru un marathon. Donc fatigue, dyspnée, le souffle court, hein, on n'a pas assez, les tissus ne sont pas assez oxygénés et donc on compense en respirant plus vite en ayant une polypnée, une sensation de difficulté respiratoire aussi. La tachycardie, on augmente le débit cardiaque pour essayer d'apporter plus au tissu. Et qui dit augmentation du débit cardiaque dit la possibilité d'entendre à l'auscultation cardiaque un souffle fonctionnel, éjectionnel. Et enfin, pour une part, l'hémoglobine colore le sang en rouge, et donc pour une part est responsable de la coloration des téguments, hein, chez les gens qui ont la peau claire. Et donc quand on a une anémie, on a une pâleur, mais la pâleur, elle s'observe difficilement sur les zones exposées qui sont naturellement plus ou moins pigmentées. On peut être plus ou moins pâle en fonction de sa pigmentation naturelle. Et donc on va regarder cette pâleur dans des zones qui sont naturellement plus claires, c'est-à-dire les conjonctives, les muqueuses en général, donc la conjonctive palpébrale. Hein, vous déplissez l'œil comme ça, les ongles, hein, les paumes des mains, la face interne des joues. On peut voir d'autres signes accompagnant une anémie et qui peuvent traduire cette fois-ci le mécanisme de l'anémie. Quand les globules rouges sont détruits en excès, il y a de l'hémoglobine qui est libérée dans la circulation, et cette hémoglobine, elle va être captée par les macrophages et dégradée, et ça va donner de la bilirubine. La bilirubine, c'est quelque chose qui va pigmenter en jaune le sérum et les téguments. Normalement, la bilirubine, elle est conjuguée au niveau du foie, et elle va être éliminée avec la bile. Mais parfois, il y a une telle destruction qu'on a une augmentation de la bilirubine libre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en biochimie. Et ça donne une coloration jaune des muqueuses d'abord et de la peau ensuite, qu'on appelle l'ictère. C'est le terme médical pour définir la jaunisse. Hein. Et ça, quand on a ça et une anémie, ça n'est pas la preuve que c'est une anémie hémolytique, mais c'est un argument pour. Et ça doit faire rechercher une hémolyse comme cause éventuelle de l'anémie. On peut avoir des anomalies des téguments qui sont en rapport avec la cause également de l'anémie, comme par exemple les causes carentielles, que ce soit le fer ou les vitamines B9 ou B12. Ça va entraîner des phanères anormaux, une peau sèche, des ongles secs et cassants, des cheveux secs également et qui se raréfient, et des muqueuses anormales, notamment au niveau de la bouche avec une glossite, un aspect un peu particulier de la muqueuse de la langue. Ça oriente également vers ça. Il peut y avoir une splénomégalie, on va voir ce que c'est, hein, qui peut être augmentée dans un certain nombre de phénomènes, qu'on verra tout à l'heure. Il faut rechercher la présence de saignements digestifs ou de saignements aigus, ou chez la femme de saignements menstruels ou gynécologiques, hein, abondants, ou éventuellement des anomalies osseuses, hein, qui témoignent d'une hémolyse chronique depuis l'enfance, avec donc une régénération importante à un moment où l'os est mou et donc va se remodeler différemment, et on en verra quelques exemples. Exemple d'ictère, côté jaune de l'œil, c'est très caractéristique, ça ne peut pas se rater ça. Et à l'extrême, tous les téguments deviennent jaunes, ça donne un teint très caractéristique. Quand l'ictère peut être en rapport aussi avec un défaut d'excrétion de la bile au niveau du foie, hein, ça c'est un ictère rétentionnel, et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que les selles sont claires, décolorées. Ce qui donne la coloration foncée au sel, c'est la bilirubine, justement. Donc voilà quelques exemples d'onychodystrophie, des ongles fins anormaux qui peuvent avoir une crevasse au milieu, une perlèche,
surtout au niveau de l'angle des lèvres. À l'extrême, on peut avoir une sténose œsophagienne, le syndrome de Plummer-Vinson, dans les carences en fer importantes, mais ça c'est devenu complètement historique, représenté ici par un transit œsophagien. C'est des exemples de muqueuses anormales, la langue dépapillée, des carences en vitamines, très caractéristiques. Là aussi, on peut avoir de la perlèche. Hein. Et puis, ce visage-là, c'est cette association de pâleur et d'ictère qu'on ne voit pas très bien sur cette photo qui est elle-même délavée, mais juste pour vous donner une illustration. On peut voir également des signes neurologiques, électivement avec la carence en vitamine B12, qui est importante pour la synthèse de myéline, dont vous vous souvenez qu'elle est importante pour entourer les axones des nerfs, et notamment au niveau de la moelle épinière, du syndrome, des cordons postérieurs, et ça va entraîner un défaut de fonctionnement des neurones, des axones longs des cordons postérieurs, ce qu'on appelle un syndrome cordonal postérieur, avec une ataxie proprioceptive, c'est-à-dire un défaut de coordination à la marche, un défaut de sensibilité profonde. Déformation osseuse, faciès très caractéristique, ça traduit l'hyperplasie rétroïde de la moelle qui cherche à compenser en permanence une hémolyse constitutionnelle dès la naissance, à un moment où l'os est malléable. Ça se voit surtout dans les thalassémies, dans les syndromes thalassémiques. Faciès thalassémique caractéristique, la thalassémie est plus fréquente autour du bassin méditerranéen, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Afrique, donc c'est assez caractéristique. Et puis on voit aussi sur les radios du crâne, comme c'est à l'époque, à cet âge-là, encore une zone où il y a de l'hématopoïèse dans les os du crâne, un aspect particulier du diploé qui donne l'impression qu'il est un peu en poil de brosse, comme ça, avec, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais vous le verrez mieux sur un écran. Si vous consultez ça, ça donne vraiment un aspect tout à fait caractéristique.